Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver. Comme chaque dimanche pour La vie en mieux, question d'éducation. Merci pour les questions que vous nous posez. C'est vrai qu'il y en a chaque semaine de plus en plus. Vous savez que vous pouvez nous écrire toutes les semaines sur laviesenmieux@sudradio.fr. Nous essayons d'y répondre. Aujourd'hui, nous allons parler des spécialités que les lycéens doivent choisir en classe de seconde. Et oui, ces spécialités, vous allez voir, elles sont très importantes. Mais comment les choisir? Quelles sont les conséquences de vos choix? Que faire si aucune des spécialités proposées ne vous intéresse réellement? Que faire si vous n'avez pas le niveau pour cette spécialité? On en parle tout de suite avec notre invité Nicolas Bray, proviseur au lycée Fénelon à Paris et secrétaire académique des syndicats des personnels de direction de l'éducation nationale. À tout de suite. La vie en mieux, question d'éducation. Bonjour Nicolas Bray. Bonjour. Alors, je le rappelle donc, en tant que proviseur au lycée Fénelon, vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair dans toutes ces spécialités et ce choix de spécialités. Alors, on m'a dit qu'il fallait absolument faire ce choix de spécialité parce que sinon, à partir d'une certaine date, eh bien, il sera trop tard. Qu'est-ce qu'ils entendent lorsqu'ils disent trop tard? Alors, c'est complexe, pardon, parce que cette question de trop tard, il existe toujours un droit à l'erreur. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un établissement scolaire, on va composer les groupes en fonction des enseignements de spécialité qu'ont choisi les élèves et tout n'est pas toujours possible. C'est-à-dire que on envisage le nombre de groupes en mathématiques, en sciences physiques, en SVT, en histoire-géographie et dans l'ensemble des autres spécialités présentes dans l'établissement. On ne peut pas aller au-delà de certains effectifs. Donc, une fois que les élèves sont dans un groupe et qu'ils ont choisi quelque chose, ça devient compliqué. Et puis, on parle d'orientation et donc de ce dans quoi s'engagent les élèves sur un plus long terme. Mais si l'élève, au moment de son conseil de classe, n'a pas fait de choix, est-ce que c'est le proviseur et les professeurs qui vont l'aider à faire ce choix ou comment ça se passe s'il a oublié ou s'il ne l'a pas fait? D'abord, s'il ne l'a pas fait, il faudra se poser la question de pour quelle raison. Mais le conseil de classe joue un rôle de conseil. Ça s'appelle conseil de classe. C'est pas non plus sans raison. Et il y a bien un échange avec la famille qui doit avoir lieu. On a parfois des demandes qui ne nous semblent pas raisonnables de suivre. Et puis parfois des élèves qui n'envisagent pas quelque chose. Ils n'envisagent pas, par exemple, qu'ils sont suffisamment solides en mathématiques parce qu'ils hésitent un petit peu et on peut leur dire n'hésite pas, si à un moment tu as envie, n'hésite pas. Donc le conseil est dans les deux sens, avec un point particulier, c'est que le conseil de classe se prononce pour un passage en première, sans prérequis. Et c'est parfois difficile dans l'échange avec les familles. C'est-à-dire que le conseil de classe va valider un passage en première. La famille va se projeter sur un enseignement de spécialité et ensuite le conseil de classe va dire mais attention, vous envisagez cette spécialité, ça n'est pas raisonnable. D'accord. Et j'ai bien, on est dans une question de conseil. D'accord. On va juste rappeler la différence entre spécialité et option parce qu'il y a des personnes qui font une petite confusion. Les spécialités, c'est vraiment en seconde, le choix des spécialités? Oui, et c'est obligatoire. Hein, c'est un enseignement on est obligé d'avoir 3 enseignements de spécialité en première et 2 enseignements de spécialité en terminale, alors que les options sont des enseignements qui se rajoutent et qui ne sont pas obligatoires. D'accord. À l'exception d'une option qui est maths experte, oui. Qui est indispensable pour certains cursus. Quelle était en fait la volonté de l'éducation nationale finalement lorsque il y a eu ces changements? Moi j'ai connu effectivement le bac ES, littéraire ou scientifique. En mettant en place ces spécialités, quelle était la volonté? C'est avoir de plus grandes connaissances dans des domaines particuliers?
Je pense que la volonté première était de répondre à des attentes individuelles, de parcours spécifiques et de désirs spécifiques. On a vu dans les cursus des grandes tendances se redessiner telles que les filières qui existaient avant. Il y a clairement un cursus scientifique, il y a clairement des cursus humanités qui existent, il y a clairement des cursus plus linguistes et littéraires qui se dessinent. Mais il y a dans ce panel des compétences un peu plus larges qui se développent. Je vais vous donner un exemple. Un élève qui veut faire un cursus scientifique, mais qui n'est pas intéressé par les sciences de la vie et de la terre, assez facilement va prendre HLP, c'est-à-dire qu'il va faire un maths, physique et puis de la philosophie, ce qui n'est pas saugrenu, ou maths, physique et puis de l'anglais, ce qui s'il se destine à être ingénieur. Donc, on a vu un nombre de profils un peu plus large se développer et ça a permis à certains élèves de développer des spécificités et des petites caractéristiques individuelles et puis des choix et des goûts. Alors, il est assez rare, en fait, en seconde, qu'un élève sache, enfin, certains le savent, heureusement, mais beaucoup d'entre eux ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Comment les conseillez-vous dans ces cas-là, quand il n'y a vraiment pas d'appétence particulière? Alors, il y a deux choses. Il y a, est-ce qu'il n'y a pas d'appétence particulière pour un cursus dans l'enseignement supérieur ou est-ce qu'il n'y a pas d'appétence particulière pour les disciplines suivies? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que on peut être très à l'aise en histoire, géographie, en sciences économiques et en anglais, mais ne pas nécessairement se projeter sur une carrière qui fera appel à ces disciplines-là. Absolument. Donc, il y a quand même la première question qui est celle du pragmatisme. C'est bien d'être à l'aise dans les enseignements qu'on va suivre. Donc, on va conseiller à un élève qui ne sait pas trop comment se situer, de maintenir les enseignants dans lesquels il est à l'aise, dans lesquels il se sent un peu plus fort. Alors, est-ce qu'après ça dictera son parcours? C'est pas évident. J'imagine, vous devez le constater dans de nombreux conseils de classe, qu'il y a parfois un fossé entre le souhait de l'élève et ses résultats. Est-ce que un choix de spécialité peut être maintenu si des résultats sont un peu insuffisants? On le déconseille très fortement. Alors, mais on sait qu'à différents moments de la vie d'un étudiant, en fait, il y a des déclics. On peut ne pas être bon en maths en seconde et puis tout à coup se révéler 1 an ou 2 ans plus tard, enfin, sans se révéler, oui, mais avoir plus de facilité. Donc, est-ce que c'est pas une sanction un peu trop dure que de lui déconseiller? Alors, j'ai employé le mot, j'ai dit déconseiller. Ça ne veut pas dire qu'on prend la décision à la place de la famille. D'accord. Donc après, parfois, si des groupes sont complets, il est nécessaire de faire un choix. Et s'il y a plus d'élèves qui demandent que le groupe ne permet d'accueillir d'élèves, évidemment, il va y avoir une contrainte posée par l'établissement. Et les textes sont clairs, c'est les notes qui permettent de déterminer les élèves qui sont pris dans le groupe ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre, je vous dis, c'est pas une sanction. C'est-à-dire, on donne un conseil. Malheureusement ou heureusement, le heureusement étant lié au fait qu'on arrive à développer un peu d'expertise, on constate qu'un élève, même s'il est admis en première et qu'il n'a pas la moyenne en sciences physiques en seconde, qu'il avait un petit 9, on va dire ça comme ça, et qui souhaite faire sciences physiques en première et que puisqu'il est en première, la famille dit il va faire sciences physiques et qu'on accepte la science physique, le résultat est rarement au bout et la réussite est rarement au bout. Et donc, il faut bien voir ce que ça représente en termes de Parcoursup, d'avoir un enseignement de spécialité dans lequel on n'a pas de bonnes notes. Et ce que ça représente d'aller à des contrôles dans lesquels on ne réussit pas bien non plus. Donc, les statistiques nous donnent assez souvent raison, malheureusement. Mais je vous dis, ça reste un conseil. Alors, justement, vous dites ça reste un conseil. Mais alors, quelle est la marge de manœuvre du conseil de classe, finalement? Est-ce que la famille a toujours le dernier mot? Alors, lorsque le passage est accepté en première et qu'il y a de la place dans le groupe, réglementairement, la famille a toujours le dernier mot. Mais je conseille d'écouter les conseils, hein, pardonnez-moi, parce que les choses sont complexes. Et par exemple, dans notre établissement, ce qui est très
enfin, d'une certaine façon à la marge. Il est évident que un élève qui veut faire des sciences physiques et qui ne veut pas faire de mathématiques et qui n'est pas bon en mathématiques, qu'est-ce que ça projette sur l'avenir? Qu'est-ce que ça donne sur l'avenir? Donc, on sera fortement prescripteur dans ce cas-là. Donc finalement, quelles sont vos recommandations à vous en tant que proviseur aujourd'hui, au moment du choix de ces spécialités? Si j'ai un désir de parcours scolaire et d'études et que je suis un petit peu juste, je conseille de travailler fortement pour hausser le niveau. Ça, c'est la première chose. Mais le premier conseil que je donne, c'est celui d'aller dans des disciplines où on est malgré tout à l'aise. C'est ce que je disais au début de mon propos. Il faut accorder l'importance au vocabulaire. Ça s'appelle enseignement de spécialité. On forme des spécialistes. Hein, de la même façon qu'en mathématiques expertes, on forme des experts. Et on le voit bien, des élèves qui étaient en enseignement de spécialité, il faut bien se rappeler pour les élèves que nous étions et les parents que nous sommes, à un moment, dans les mêmes groupes, on met des élèves qui étaient en première B ou des élèves qui étaient en première S. Et à un moment, dans le même groupe, on met des élèves qui étaient en terminale B et des élèves qui étaient en terminale C. Et donc, si on évalue pour que les contenus qui accueillent ces deux types d'élèves ne mettent pas en échec les élèves, il y a un certain profil d'élèves pour lesquels ça devient très dur. Et quant aux maths expertes, on peut être un spécialiste d'un niveau convenable sans être capable de devenir un expert. Et donc, les mots ont du sens. On va revenir, Nicolas, sur cette question dans quelques minutes, parce qu'il y a une petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de ces spécialités. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous. Nous parlons aujourd'hui du choix des spécialités. Si vous avez un ado en classe de seconde, vous le savez, ce choix de spécialité est absolument obligatoire. Nicolas Bray, merci d'être avec nous. En tant que proviseur au lycée Fénelon, je reprends un peu ce que vous avez dit. En fait, finalement, ce choix de spécialité, parfois les parents insistent, mais c'est aussi parce que l'école qu'ils visent post-bac requiert certaines spécialités. Donc, ils ont l'impression que tout leur projet s'écroule si leur enfant n'a pas cette spécialité. C'était un peu le cas avant pour un élève qui voulait faire médecine et qui se retrouvait en première B. Oui, exactement. Très clairement. Exactement. Il y avait un moment où le projet s'écroulait aussi. Alors, c'est toute la difficulté que vous évoquiez. Il y a la question du déclic et du réveil, mais il y a un moment, on regarde les notes et les résultats à un instant T. C'est vrai qu'il faut se poser la question des parcours possibles. Est-ce qu'un élève qui veut faire des études de commerce, on sait que maintenant les écoles de commerce recrutent par exemple sur des profils littéraires. Alors, c'est sûr que si je veux être physicien et travailler dans la physique nucléaire ou être astrophysicien, il va falloir être solide en physique et en mathématiques. Et si je n'arrive pas à faire la preuve de ces qualités-là, mon projet s'effondre. Mais ça se produit pour beaucoup de monde et c'est pas quelque chose de nouveau en réalité. C'est-à-dire qu'on a tendance de considérer que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui se produisait avant. Quelles sont les spécialités les plus demandées aujourd'hui ? Mathématiques, sciences physiques, sciences économiques et sociales et histoire-géographie, hein, pour poser un cadre général. Et puis se rajoute après, au-delà, la partie SVT, la partie sciences économiques et sociales, la partie humanité, littérature et philosophie, les langues aussi. On a les élèves qui sont déterminés sur les études qu'ils veulent faire en seconde. À la fin de la seconde, c'est les profils dont je vous parlais tout à l'heure.
ont des stratégies qui sont intéressantes. C'est-à-dire, ils savent déjà quels sont les 2 spé qu'ils vont garder. Et ils enrichissent avec une 3e spécialité. Allez, je vais faire 4 heures de plus d'anglais, ou je vais faire 4 heures de philosophie, ou je vais faire 4 heures de SVT. Et ça permet d'enrichir les parcours, en réalité, cette réforme. Alors, il y a des spécialités qui demandent quand même beaucoup de travail, un investissement personnel important. Ça aussi, on doit en tenir compte au moment du choix, ou de la confirmation. Alors, AGGSP, par exemple, est une spécialité qui va demander un investissement en temps et en travail important. Je crois en réalité, alors on a toujours des élèves qui sont très performants et tant mieux pour eux, mais que quand on entre dans les enseignements de spécialité, il y a un travail important. Quelle que soit la spécialité qu'on choisit. Alors, si on a choisi des spécialités dans lesquelles on est fort, on va avoir une aisance plus grande. Mais si on prend la spécialité maths, il va falloir travailler. En physique, il va falloir travailler. En anglais, il va falloir travailler puisqu'il va falloir lire des textes, il va falloir se documenter, écouter, prendre le temps d'écouter des films en version originale. Voilà. Donc, je crois que le travail existe partout en réalité. On peut pas dire. Enfin, on peut pas choisir une spécialité parce qu'on dira, oh bah dans celle-ci, il y aura moins de travail. C'est pas la bonne stratégie. Mais il y a des élèves qui sont très très bons, par exemple en SVT, et qui n'ont absolument pas l'intention de faire une carrière ou de s'orienter vers des études de sciences ou de médecine et qui vont quand même prendre ces spécialités pour avoir un bon résultat au bac. Bonne ou mauvaise stratégie ? Bonne et mauvaise stratégie. Utilisez-moi cette réponse de Normand. Je prends un exemple. Un élève qui ne veut pas faire de carrière scientifique, qui aime la SVT, mais qui veut plutôt partir vers des humanités. Histoire-géographie, SES et SVT, pourquoi pas ? Quand je ferai des études de géographie, la partie géologie que je vais faire en SVT va être une plus-value certaine. Si je suis si je pars en sociologie, comment fonctionne l'organisme, si je fais de la psycho, c'est aussi intéressant. Donc je vous dis, il n'y a pas de mauvaise ou pas de bonne avec ce que je vous dis. Comment j'enrichis mon parcours et comment je fais ce que j'aime. Alors, je me mets à la place de tous les parents qui ont un élève à la maison, un lycéen qui est moyen, qui est à 11, 12 de moyenne à peu près partout. C'est pas facile de choisir sa spécialité au-delà de l'appétence qu'on peut avoir, mais pour se dire, j'essaye de sauver au mieux mes 2 années qui restent. Alors, un choix d'orientation, enfin pardon, un élève qui est moyen partout, un petit peu juste, à qui on va accorder le passage en première, et puis qui a une idée de poursuite d'études. Eh bien, très bien. Il va choisir les spécialités qui vont lui permettre d'ouvrir son parcours, et en souhaitant qu'il travaille suffisamment pour se hausser au niveau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a quand même écouter le conseil des enseignants, ça peut être important aussi. Ne pas hésiter non plus à rencontrer les psychologues de l'éducation nationale qui vont soumettre à quelques tests, qui vont parfois faire découvrir des choses aux élèves sur eux-mêmes et sur ce qu'ils peuvent envisager. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que vous êtes favorable au redoublement si vraiment on est très attaché à une ou 2 spécialités parce qu'on vise une école en particulier? Est-ce que si le niveau est insuffisant, vous êtes favorable au redoublement? Encore une réponse de Normand. Je suis vraiment confus. Je vais l'étayer. Le redoublement, on constate statistiquement que le redoublement n'est profitable que dans quelques situations et pas dans la majeure partie des situations. Donc oui, un redoublement dont on tirera bénéfice. Qu'est-ce qui amène au redoublement? On a des élèves qui ont été hospitalisés, on a des élèves qui ont rencontré des difficultés particulières qui font que ils ont acquis des lacunes qui n'ont pas pu être surmontées par le travail dans l'année. Enfin, les accidents de la vie, de parcours, ça existe. Et donc, oui, pourquoi pas, mais c'est pareil. Je crois que c'est dans un dialogue avec les familles. Est-ce que dans ce cas-là, ça va être profitable? Est-ce que ça ne va pas l'être? Ce qui est sûr, c'est qu'une famille qui le demande, y a le droit. Ça, c'est la première chose. Que parfois, nous le conseillons nous-mêmes.
Et puis parfois on conseille d'avancer. Il y a aussi des élèves sur notre établissement, c'est pas forcément le cas partout, mais on fait un constat intéressant, c'est que entre la première et la terminale, en réalité, les moyennes de nos élèves augmentent. Et c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on a une évaluation plus bienveillante en terminale, mais c'est parce que justement, ils sont entrés dans des disciplines par l'intermédiaire des spécialités pour lesquelles ils ont un goût et une appétence. Et puis en première, ils ont installé les bases et de façon solide, les premiers réflexes. Et en terminale, eh bien ma foi, ils s'épanouissent et ça se développe et il progrès. Donc c'est aussi quelque chose qu'on constate. Donc pour revenir sur la question du redoublement, même chose. Qu'est-ce qui amène à ne pas avoir les acquis? Est-ce que c'est un manque de travail? Est-ce que c'est un accident de la vie? Et à ce moment-là, on réfléchit ensemble. Comprendre la cause, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les spécialités qui sont proposées, vous trouvez, sont le reflet des métiers de demain? Est-ce que vous trouvez que dans les spécialités qui sont proposées, par exemple, avec le développement de l'intelligence artificielle, est-ce que vous trouvez qu'il y a des spécialités qui vont dans ce sens-là? Alors, sur la question de l'intelligence artificielle, c'est intéressant puisqu'il y a 10 ans, on n'envisageait pas du tout ce que c'était. Et malgré tout, les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle actuellement, qui ont 35 ou 40 ans, n'ont pas eu au lycée de formation qui les prédisposait, on va dire, n'ont pas nécessairement suivi de cursus en envisageant qu'ils travailleraient dans l'intelligence artificielle. Le rôle du lycée, la vocation première du lycée, c'est de former des esprits au raisonnement, à l'analyse, à la synthèse, à la rédaction, à la production d'écrits. Et on sait très bien que même si on envisage les métiers qui seront existants dans 10 ans et qu'on construit un cursus spécifique par rapport aux métiers qui auront lieu dans 10 ans, mais ce ne sera pas les mêmes métiers dans 30 ans. Donc on ne dira pas aux gens, en première ça n'allait pas, au revoir messieurs, dames. Peut-être pour certains, mais l'idée c'est quand même de former des esprits. Et c'était déjà le cas avant, hein, quand il y a eu les premières machines à vapeur, quand elles sont apparues. Avant, on n'imaginait pas qu'il fallait former les gens à fabriquer des machines à vapeur. Bon, vous voyez, pardonnez-moi ce parallèle, mais il faut former des gens à s'adapter, il faut former des gens à raisonner. Maintenant, les métiers dans 30 ans, on les connaît pas. Donc, définir un cursus aujourd'hui pour un métier qui aura lieu dans 30 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. J'imagine que ça demande une formation particulière aux enseignants, ces spécialités finalement. Une spécialité comme AGGSP, c'est au-delà du professeur d'histoire géo. C'est au-delà du professeur d'histoire géographie, mais comment dire, il y a deux choses. D'abord, n'oublions pas que nos enseignants ont une formation universitaire qui va en général, et fort heureusement, bien au-delà des programmes qui sont enseignés au lycée. Et puis ensuite, il est arrivé qu'apparaissent certaines disciplines. Je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est caractéristique, mais quand l'ISN, qui était informatique et sciences du numérique, est apparu en enseignement de terminale pour les terminales scientifiques, les professeurs n'étaient pas formés, mais il y a eu des stages qui ont permis aux enseignants qui souhaitaient se projeter dans ces disciplines de se mettre à niveau et d'acquérir un socle de base pour porter un enseignement intéressant aux élèves. Ça existe dans toutes les disciplines. Il est évident qu'un enseignant qui passe, il existe actuellement une agrégation d'informatique. Les enseignants ont un niveau très supérieur à ce qui est enseigné en lycée, mais ces gens qui enseigneront dans 30 ans, l'informatique dans 30 ans ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Non, mais c'est sûr. Il y a un moment, ils auront réussi à se remettre à niveau, il y a des stages organisés, enfin, il est évident que on forme les gens et les enseignants sont aussi capables de se former sur un certain nombre de choses, heureusement. Merci Nicolas Bray en tout cas d'avoir été avec Merci. nous. Merci pour cet éclairage. Bon courage à tous les élèves qui nous écoutent pour ce choix de spécialité. Je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine question d'éducation. Excellente semaine à tous. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.